très heureuse d'animer et de modérer cet échange très convivial entre Marocains du monde, dont je fais partie depuis quelques années déjà, et d'accueillir autour de, je sais pas, il n'y a pas de table, donc d'accueillir à mes côtés des sommités dans leur domaine et qui sont des ambassadeurs du Maroc un peu partout. Donc, j'ai avec moi M. Rachidi Azami, que j'ai eu l'honneur de connaître dans une autre vie, quand j'étais journaliste à plein temps au Maroc. Donc, Madame Nadia Praiti, et je lui ai demandé comment prononcer son nom parce que je déteste travestir les noms, bien mal les prononcer. Donc, Madame Nadia Praiti, bonjour. Madame Loubna Routi, c'est ça. Et Monsieur Mohamed Boufels. Donc, je vais commencer avec une question très subjective de Marocaine tout court. Quand on a grandi dans un pays comme le Maroc et quand on a vécu avec tellement de spontanéité, comment on fait quand on arrive dans des domaines cadrés, quand on part dans des pays comme le Canada, comme les Émirats ou encore Singapour, et j'en passe pour M. Yazami. Donc je vais commencer par les dames, honneur aux dames, et je vais passer le micro à Madame Routi. Donc comment on fait pour rester marocain dans un environnement où tout est cadré au fait et où, quand on a l'habitude de tout faire avec spontanéité et bienveillance? En tout cas, quel bel honneur de me retrouver aujourd'hui. Normalement, on est invité souvent pour nos compétences techniques, pour nos expertises, notre cheminement de carrière. Quel plaisir, mais quel bonheur, et bien humblement, un grand merci de m'avoir invité d'être là avec vous aujourd'hui. Je pense, déjà, je ne dirais pas qu'ici c'est un environnement spontané encadré, et qu'au Canada c'est un environnement encadré. Moi je pense que le cadre, l'encadrement, l'écosystème, l'environnement, il est cadré, il est ce qu'il est dans son essence dans le pays où on est. Donc oui, effectivement, il y a énormément de différences. Donc cette spontanéité chaleureuse qu'on a ici, ce lien social, cette approche que nous avons ici entre nous, ces perspectives de relations que nous avons, que ce soit des relations familiales, des relations extrafamiliales dans un environnement électif ou dans la perspective d'un environnement professionnel, sont très différentes au Canada en tout cas. Et vous avez tendance à m'entendre dire chez nous ici et chez nous là-bas, parce que je suis chez moi ici et je suis chez moi là-bas. Définitivement, je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. Donc comment être capable de rentrer et de s'insérer, de s'intégrer dans cet nouvel environnement, dans cette société que nous avons choisie, parce que je l'ai choisie, cette société canadienne, québécoise et surtout francophone. Comment c'est de faire de cette société notre société, c'est de ne pas avoir le syndrome d'imposteur, valoriser ses compétences et capitaliser sur les valeurs initiales, les valeurs du pays d'origine que nous avons. Donc moi je pense que c'est ces éléments-là qui font qu'on est capable de voir l'ordre ici et l'ordre là-bas. J'ai lu, en me renseignant un peu sur vous, et vous avez un parcours des plus inspirants, j'ai vu une interview de vous à l'université, et c'est une interview qui a déclenché un petit sourire parce qu'elle était tellement spontanée justement, et même comment votre consoeur vous décrivait en commentant un peu toutes vos réponses, et vous parlez justement de votre enfance et d'avoir grandi dans un environnement où la petite famille aidait la grande famille, et cet esprit de solidarité qui se perd un peu, sauf chez nous, bien heureusement. Et au fait, ça fait une transition assez compliquée quand on y pense, quand on a des racines qui vont d'une petite demeure à la grande demeure, à des gens qu'on n'a pas forcément rencontrés dans notre vie en tant qu'enfant, mais on sait que la maman et le papa les portent de manière très différente et se donnent comme mission de les aider. C'est la partie qui m'a le plus touchée dans votre environnement. Est-ce que vous retrouvez ça au Canada? On ne le retrouve pas tel quel, mais je vais vous expliquer comment moi je l'ai construit pour m'y retrouver. Quand on regarde qu'est-ce que les entreprises ou les milieux de travail demandent à l'extérieur, ou en tout cas quand on choisit cette mobilité internationale, je vous garantis, c'est pas le diplôme et l'expertise seuls qui font que les employeurs nous choisissent. Ce sont des compétences autres, qui sont des compétences
interculturelles qui font que, et qui sont transversales, qui font que l'employeur nous choisit. Donc, une des compétences fondamentales, et de ce que vous dites, comment j'ai réussi à remplacer cette entraide, cette solidarité, ce filet social que nous avons au Maroc, qui est structuré à travers ce que nous sommes, et non pas juste par un tissu associatif, mais c'est par mon investissement dans le volet associatif au Canada au Québec. C'était fondamental pour moi de m'investir dans la philanthropie. Et quelle philanthropie au Canada? Et chez nous, à l'université, c'est la philanthropie pour le soutien à l'éducation, un droit à tous, un accès à l'information à tous et le droit à l'éducation à tous. Je me suis investie en philanthropie pour pouvoir donner au suivant. Donc voici comment j'ai remplacé, je me suis investie. Et cet investissement dans le tissu social est important pour tout Marocain voulant résider, à mon avis, selon ma perception, résidant à l'étranger. C'est important de s'investir dans le tissu collectif et social. C'est une compétence qui est importante si on veut s'intégrer et s'insérer clairement, autant dans l'employabilité que dans l'environnement, que dans l'environnement où on travaille, mais dans la société comme filet complet. Donc, je me suis investie en philanthropie. C'est ainsi que je l'ai remplacée. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Nadia Qaidi. Alors, vous êtes entre autres professeur à la faculté de l'information à l'Université de Toronto. Donc, je suis désolée, je vais poser mes questions en français, hein, vous venez du côté anglophone. Et donc, vous avez étudié le comportement humain en matière d'information dans le contexte de la migration mondiale. Où situez-vous le Marocain déjà dans votre étude et quel regard vous portez justement sur la migration marocaine qui est un peu éparpillée partout dans le monde? Merci à vous. Quel plaisir d'être là déjà. Je remercie le ministère et puis le Salon du Livre. C'est mon premier Salon du Livre à Rabat. Et c'est vraiment un plaisir de rencontrer de nouveaux collègues et de finalement rencontrer en personne les gens avec qui on communique depuis longtemps. Donc excusez-moi, vous parliez de cadrage tout à l'heure. Moi, mon parcours, ça a été un recadrage permanent. À chaque fois qu'on conçoit un cadre spécifique, on va le recadrer. Donc moi, je suis marocaine de cœur, de racines. Ma famille est marocaine, un petit village juste en dehors de Sfro. Mais moi, j'ai grandi en France, donc j'ai quitté le Maroc assez tôt et j'ai passé la plus grande partie de ma vie en France avant de partir étudier aux États-Unis pendant 7 ans. J'étais à Los Angeles. Puis ensuite, ça fait plus de 25 ans que je suis à Toronto. Et à chaque fois, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que mon parcours n'est pas unique. Je rencontre des Marocains de partout, ils ont des parcours incroyables. Et c'est toujours un plaisir de les rencontrer puis de comparer un peu les notes. Et la raison pour le recadrage, c'est parce que moi, quand j'étais en France, on s'identifiait comme Marocains. Nous, on était Marocains toujours. Et je me suis rendu compte que j'étais plus française que je le pensais quand j'étais à Los Angeles. Et tout le monde vraiment me regardait en tant que quelqu'un qui a vécu en France. Donc, je me suis dit, j'imagine que je suis française, donc j'ai des valeurs aussi de ce côté-là. Et depuis que je suis en Amérique du Nord, c'est vrai que mon rapport, particulièrement à Toronto, qui est une ville très, très multiculturelle, ça m'a forcé à repenser de nouveau à ce que ça veut dire l'identité, qu'est-ce que ça veut dire. Et la constance que j'ai par rapport au Maroc, c'est le seul endroit où je n'ai pas à prouver à quiconque que je suis marocaine. C'est vraiment une inclusion de fait, pas de compétences, pas de langage, mais juste, tout le monde me laisse tranquille quand je suis au Maroc et ne conteste pas trop ma marocanité, on va dire. Pour le reste, je pense que en tant que chercheuse, en tant qu'éducatrice aussi, il y a un engagement qui se fait à chaque niveau et en particulier de plus en plus. Pour moi, tout ce qui est le mentorat, le mentoring, vraiment travailler avec les étudiants, promouvoir la génération suivante et vraiment les soutenir, créer des ponts entre les différentes disciplines, mais aussi entre les différentes cultures, c'est devenu plus qu'une passion, c'est devenu une urgence. Et je la vois par exemple au salon aujourd'hui où il y a tellement de potentiel, il y a tellement de gens qui font des choses incroyables. Mais comment essayer de tirer vers le haut, comment essayer de créer, j'ai aimé votre notion de tissu social, comment créer une espèce de solidarité avec les Marocains. Dans la session précédente, il y avait une question de quelqu'un qui parlait de comment faire en sorte de pouvoir soutenir et support
les nouvelles générations, les maîtres de conférences et d'autres, pour faire en sorte qu'on ne recrée pas la roue à chaque fois, mais on puisse vraiment établir des réseaux de solidarité. Donc, je n'ai pas de réponse spécifique, autre que de dire que la diaspora marocaine est très riche. Nous avons des gens qui font toutes sortes de choses un peu partout dans le monde. Il faut vraiment qu'on commence à travailler ensemble. Et moi, je suis venue ici pour vraiment créer des réseaux, pour faire du réseautage, pour travailler ensemble. Donc la solidarité, c'est un thème qui est important pour moi. Merci. On pourrait parler des heures parce qu'on remarque aussi des générations de jeunes qui ne sont pas nés au Maroc, qui ont découvert parfois, même pas en vacances, qui le découvrent à l'âge adulte, mais qui se disent et qui se sont profondément marocains. Et on pourrait parler du devoir ou bien de l'importance de la transmission, même quand on n'est pas né au Maroc, quand on a grandi dans un foyer qui a à des milliers de kilomètres. Moi, je connais des Marocains d'Australie, par exemple, qui ne sont jamais venus au Maroc et à chaque occasion brandissent le drapeau. C'est même pas une forme de chauvinisme ou de nationalisme accentué, mais c'est plus une transmission intergénérationnelle qui a fonctionné. Comment vous portez le Maroc en vous, comment vous le transmettez autour de vous. Et je vais peut-être poser la question à Serachidi Azami, qui est notre physicien de cette soirée, grand inventeur, dont vous avez reçu énormément de prix, et vous n'arrêtez pas d'effectuer des recherches. Une de mes questions que j'avais laissée pour tout à l'heure, c'était quand est-ce qu'on s'arrête quand on se lance dans la recherche? Est-ce qu'on s'arrête? C'est une question pour vous tous et toutes ce soir. Mais comment portez-vous la marocanité, Arachidi Azami, surtout quand on part à Singapour, quand on part à des universités au Japon, aux États-Unis? Comment on se sent marocain dans ce genre de conjoncture et de circonstances? Bon, tout d'abord, bonjour à tout le monde, et puis c'est toujours un plaisir et un bonheur et un honneur aussi d'être ici de retour de Singapour et rencontrer mes compatriotes à l'occasion justement du salon international de l'édition et du livre. C'est la deuxième fois que je participe. La dernière fois, c'était sur l'intelligence artificielle. Déjà, il y a 2 ans, on en parlait. Et puis, alors, moi, je vais commencer par vous raconter une anecdote. Parce que vous me posez la question, quand est-ce que s'arrête la recherche, etc. Quand on a une passion, on ne voit pas la limite. Voilà, on est entraîné dans sa passion et on fait de son mieux pour pouvoir servir un peu à faire avancer le savoir, les connaissances et aussi peut-être améliorer les conditions de vie des gens. Il y avait un épisode de 10 ans où j'étais en Californie. Et c'était par invitation de la NASA. Il y a un grand laboratoire près de Los Angeles qui s'appelle Jet Propulsion Laboratory à Pasadena. Et il y a une université très connue qui s'appelle California Institute of Technology. Donc j'avais double affiliation avec ces 2 organisations. Et la raison pour laquelle la NASA m'avait invité, c'est pour développer la batterie qui devait aller sur Mars. Et on a travaillé 3 ans dessus, de 2000 à 2003. Et 2003, la fusée est partie. Et donc, il y a eu 2 robots Spirit et Opportunity qui sont posés en 2005. Et d'après les calculs de mes collègues de la NASA, ils ne devaient durer leur mission que de 4 mois. 10 ans après, ils tournaient encore. Donc voilà, donc ça veut dire que la batterie qu'on avait mis dedans avait permis justement de prolonger la mission de façon extraordinaire. Mais l'anecdote, c'était il y avait un panel comme ça à Pasadena, et en fait c'était ce qu'on appelle des angels, c'est-à-dire les investisseurs de Pasadena qui ont organisé un panel comme ça pour discuter un peu des opportunités d'investissement. Et donc j'ai intervenu, je parlais des batteries et tout. Et à un moment, il y avait donc une rencontre comme ça avec les gens. Et une dame vient me voir, elle me donne sa carte de visite. Elle est directrice d'une banque à Los Angeles. Wow. Ben, écoutez, je suis très honoré. Bon, on est très loin de point de vue activité. Vous êtes dans les finances, moi dans la recherche scientifique. Puis-je pour vous? Elle m'a dit, j'ai une question pour vous, monsieur Azami. Je dis, allez-y, je vous en prie. Qui est-ce qui fait que vous êtes un inventeur et pas moi? Bon, bah écoutez, j'ai dit, je ne sais pas, il y a peut-être des gens comme des poètes ou des écrivains qui ont une vocation
et ils la poursuivent tout le temps, et ils essaient de s'améliorer au fur et à mesure, etc. Mais rien ne vous empêche, vous avez autant de neurones que moi pour que vous soyez, vous, inventeur. Il n'y a aucune raison pourquoi. Et alors je lui ai donné un exemple, je lui ai dit, vous savez, imaginez-vous, vous êtes sur la plage de Santa Monica, vous êtes en train de marcher avec des petites chaussettes, des chaussures de plage, et tout d'un coup vous sentez qu'il y a des grains de sable qui sont introduits dans votre chaussure. Qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit, ben, je m'arrête, je secoue et je continue. Mais j'ai un chercheur, il fait pas ça. Un chercheur, il va continuer à marcher, il sentira la douleur que ça lui fait d'avoir du sable, pour trouver une autre solution que celle que tout le monde va utiliser pour chasser le grain de sable de sa chaussure. Et donc elle a compris qu'en fait on est différent. Alors on ne cherche pas la solution la plus évidente, on cherche à trouver une solution un peu originale à un problème. Et c'est ça un peu Alors pour revenir donc à la marocanéité, c'est vrai que bon, tout le monde, c'est-à-dire ma première intégration au lycée, j'étais interne dans un lycée, ce qu'on appelle en français un vieux bahut, le lycée Corneille de Rouen, puis justement du Moyen-Âge, enfin de la Middle Ages. Donc le professeur qui m'avait conseillé d'aller faire mes études de maths spéciales à Rouen, il m'a dit, toi tu es de Fès, c'est la ville des 100 minarets. Rouen, c'est la ville des 100 clochers. Et donc il y a quelque chose, il y a de l'histoire, c'est le Moyen-Âge, ça revient vraiment au 7e siècle, 8e siècle, etc. Donc il y a des choses, j'ai dit c'est très très bien, sauf que on ne voyait presque jamais le ciel bleu là-bas, donc c'était un petit dur. Et alors il fallait que, d'une certaine manière, je survive à un environnement qui est très 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 différent de ce que j'ai vécu. Et ce qui m'a sauvé, c'est deux choses. D'abord, la base de l'enseignement que j'ai reçu au Maroc. C'est-à-dire que j'avais été au lycée Moulay Chid à Fès et Moulay Idriss à Fès, où j'ai eu le baccalauréat en sciences mathématiques. Et en mathématiques supérieures, j'étais deuxième, troisième en mathématiques. Donc les gens te respectent. Quand tu arrives vraiment à avoir de très très bonnes notes et que tu as l'admiration du professeur, etc. Donc c'était quelque chose. La deuxième chose, c'est que je jouais très bien au football. Et ça, je l'ai appris. Et donc, après chaque repas de midi, tout le monde sort et il y avait un match de foot. Il dit, Rachid va jouer, c'est un peu Platini, quoi. À l'époque, j'étais vraiment, chaque match, je jouais, je marquais 2 ou 3 buts. Et ça a été une intégration par, au même temps, la science, le niveau de mathématiques et de physique-chimie qu'on avait acquis justement au Maroc grâce à nos enseignants à qui je rends hommage aujourd'hui. Et aussi grâce au fait que mon père lui-même était dans la première équipe de Fès, du MAS, et il était ailier gauche. Donc on était dans un milieu sportif facile. Et ça, la combinaison justement d'une activité intellectuelle, d'une activité physique, sportive, et aussi bien sûr l'ouverture vers les autres, le fait que j'ai lu beaucoup de littérature, et on est dans le salon du livre, et je ne peux qu'encourager les jeunes qui sont là de lire un livre par semaine au moins, de français, d'anglais, de russe, d'américain. C'est fantastique de lire, ça vous ouvre des horizons extraordinaires parce qu'on n'est pas dans un cocon. Ici au Maroc, il y a toute une sphère qui s'appelle la Terre et chacun décrit à sa manière, avec sa sensibilité, ce qu'il voit au quotidien. Et ça, c'est une ouverture qui m'a permis effectivement d'avoir été accepté aussi bien sûr en France quand j'ai fait les écoles d'ingénieur, mon doctorat. Après, je suis allé au Japon. Première décision du Japon, je vais aller apprendre le japonais. Donc j'ai été pendant 4 mois à apprendre le japonais, la langue. Et j'étais retourné au Japon. Donc là, on est en fin des années 80. Je suis retourné, donc j'allais chaque année, il y a un congrès international sur les batteries organisé par les Japonais. Et là, j'y étais au mois de novembre dernier. Et mes amis sont toujours là. Ils sont tous à la retraite, plus ou moins, mais ils viennent et on a cette relation humaine fantastique. Et ils savent que je suis marocain. Et un des points très très forts, c'est que j'avais encadré un ingénieur qui, après avoir reçu son diplôme d'ingénieur, est rentré chez Sony.
Et la même année où il est rentré, son patron m'a téléphoné pour me dire « Monsieur Elzami, est-ce que vous pouvez venir nous donner une conférence ?» Je suis allé donner une conférence au centre de Yokohama, de Sony. Et après cette réunion, le directeur du centre m'a dit « Monsieur Elzami, vous êtes le premier, c'est quand même fantastique. Vous êtes marocain, vous êtes étranger, vous n'avez que des Japonais devant vous. Et le directeur du laboratoire vous dit, vous êtes, monsieur Elzami, le premier scientifique en dehors de Sony à savoir que dans 2 mois, nous allons commencer à commercialiser la batterie au lithium et elle va contenir votre invention. C'est quand même un truc extraordinaire. Et donc, merci beaucoup. Et donc, depuis, mes relations avec Sony ont toujours été excellentes. Donc, cet ingénieur en question est venu dans mon laboratoire à Grenoble. Et à chaque fois que j'allais à Sony, au siège social de Tokyo, ils mettent le drapeau marocain, grand, géant, et Welcome to Professor Rachid Elzami. Et ça, c'est vraiment, voilà, on fait la boucle comme ça. Puis on sait le pays, l'image du pays grâce à ça. Voilà. Désolé si j'étais long, mais bon, je vais Ah non, on a le temps. Hein. Et je vais passer la parole à محمد بوفارس أغير لغة سؤالي وأعتذر على عربيتي لأنني أعدت كل الأسئلة باللغة الفرنسية. أنت ابن الصحراء المغربية، ولدت بالراشدية، درست اللغة الإنجليزية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، ثم الترجمة، ثم درست الترجمة بمعهد أو مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة. أول وظيفة لك كانت بجامعة الأخوين، ثم انتقلت إلى الإمارات. أول سؤال، ما كان الهاجس أو السبب للانتقال؟ لا أحب كلمة الهجرة إلى الإمارات. ما كان سبب الانتقال للإمارات؟ شكرا أخت خلود، وشكرا للحضور الكريم. طبعا أنا مساري المهني مختلف شيئا ما، ووجهتي كذلك مختلفة، وحتى اللغة التي أتحدث بها بطلاقة مختلفة شوي يعني. فأول في البداية أود شكر المنظمين وبعض الأصدقاء اللي كانوا وراء الدعوة، وطبعا من الشرف ومن السعادة أنه أكون موجود في معرض الرباط بالكتاب. طبعا أعتقد أنا مش أول واحد يعني من مغاربة العالم اللي ممكن تحت لهم أول فرصة يجوا المغرب، مع أنه زعما إحنا كيجونا ديزانفيتاسيون من كل أنحاء العالم. أنا شخصياً مثلاً حاضرت في كوريا، حاضرت في ماليزيا، حاضرت في أوروبا، في كل المناطق الدول الأوروبية تقريباً، وفي الخليج، وهذه أول دعوة كتجينا من المغرب طبعاً. على ذكر الاتجاه للإمارات، صراحة كانت صدفة، لكن ليست بصدفة 100%، لأنه جامعة الأخوين، تاريخ جامعة الأخوين والناس اللي يعرفون جامعة الأخوين، يعني هذا مشروع مغربي سعودي إلى حد ما، كان فيه علاقات أدت إلى إنشاء جامعة الأخوين. وفي نفس الوقت ذكرت مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، فتحمل كذلك اسم أو توقيع مشرقي. فممكن بالنسبة لي كانت صدف إنه مساري المهني يتخذ هذا المنحنى، يعني سواء في التعليم، سواء في الوظيفة، سواء في الانتقال للعيش في الإمارات. طبعا باعتباري أنجلوفوني أكثر من فرانكوفوني، يعتبر التوجه للخليج أو التوجه لأمريكا، أمريكا الشمالية، من الوجهات المفضلة والوجهات اللي ممكن مهيئة للبروفايل تبعي يعني. لكن شاءت الصدف انه انتقل لدولة الامارات. طبعا كانت بدعوة من مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية للعمل في مشروع المكتبة الرئيسية الجديدة عندهم، اللي تقريبا كانت تعتبر المكتبة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. من هناك انتقلت للعديد من المؤسسات الحكومية يعني في الإمارات، منها مؤسسات جامعية، منها مؤسسات حكومية،
ومنها مثلا ضيف الشرف المعرض هذه السنة الشارقة. أنا كان لي الشرف صراحة إنه أكون من الأشخاص المؤسسين أو اللي ساهموا في إرساء قواعد مكتبة بيت الحكمة اللي موجودة في الشارقة، اللي تعتبر نموذج حي للمكتبة المعاصرة، اللي هي مكتبة عامة لكن بتوجه جديد، بفلسفة جديدة، بمنطق أو منطلق جديد يعني. فتقريبا يعني طبعا بالانتقال للخليج لم تتوقف مسيرة التعلم عندي. أنا بعدين عملت ماجستير في علم المكتبات في أستراليا، وبعد ذلك توجهت لفنلندا حيث عملت دكتوراه في الدكتورة هانا تعرف الموضوع يعني، اللي هي الأوبن أكسس والأوبن ساينس مع التركيز على السياسة العلمية للدولة وعلاقتها ممكن مع المجال اللي اشتغل فيه البروفيسور اليزبي، اللي هو علاقة السياسة العلمية للدولة بالابتكار والنتاج العلمي وما ينتج عليه من بحوث ومن غيرها يعني. وهذا تقريبا فكرة عامة عن مصاري. سعداء لحضورك. Je vais repasser la parole à Madame Raouti en lui posant une question sur la philanthropie, parce que je sais que c'est un domaine qui vous tient très à cœur. Comment transmettre justement les valeurs de la philanthropie à des générations qui ont grandi avec des téléphones et des iPads et des écrans et qui se sentent parfois très décalés par rapport à la réalité de la vie? Comment leur transmettre cet amour de l'autre et le don de l'autre et cette volonté d'aider l'autre? Par l'exemple. On a une petite expression, un proverbe qui dit avec mon dialecte québécois, il faut que les bottines suivent les babines. Donc, autrement dit, il ne faut pas dire à nos jeunes ce qu'ils ont à faire. Et nous connaissons comment ça fonctionne. Je suis pour avoir évolué dans le milieu académique, enseigner la recherche, l'enseignement, l'apprentissage. Il faut donner l'exemple. Il faut commencer jeune. Je ne sais pas, tout à l'heure, dans le panel de tout à l'heure, on parlait du rôle de la famille, mais également du rôle de l'université, de l'école et de l'enseignement. Donc et c'est important qu'il y ait une structure coordonnée entre le gouvernement, donc les instituts académiques, l'enseignement, la recherche et la famille et le tissu social dont je parlais tout à l'heure. Autrement dit, la philanthropie n'est pas un à côté. Au Québec, au Canada, aux États-Unis encore plus, la philanthropie à l'intérieur du milieu académique, c'est une philanthropie, c'est un secteur qui fait partie de l'enseignement, de la recherche, de l'apprentissage. Quand on parle dans un milieu académique, dans une université, qu'est-ce qu'on fait? On soutient la recherche, on soutient l'enseignement, on soutient l'apprentissage. Mais qu'est-ce qui est l'élément fondateur ou l'élément, le pilier entre ces trois éléments-là, le dénominateur commun, c'est la collectivité. C'est qu'est-ce que la collectivité va en tirer. Donc, autrement dit, comment le milieu académique peut être ce levier pour ce qu'on parlait tout à l'heure, la citoyenneté numérique, la citoyenneté sociale, donc la citoyenneté scientifique également. Donc, autrement dit, c'est par l'exemple et en intégrant cet élément-là, en intégrant cette donne-là dans les programmes d'enseignement à l'université, lorsqu'un étudiant fait ou opte pour un programme d'engagement de collectif ou un programme d'engagement développement durable, un programme d'engagement philanthropie, c'est crédité. Donc, quand c'est crédité, ça fait partie du parcours de compétences transversales. Nous avons des compétences techniques et des expertises. Nous avons des compétences transversales qu'on doit acquérir au courant de notre scolarité. Et c'est une obligation. Alors, lorsque cette coordination se fait entre le milieu de l'enseignement, les universités et entre le milieu gouvernemental, les institutions gouvernementales, et que ça devient
des compétences obligatoires, intégrées intelligemment, et à travers même l'enseignement qui se fait, donc de la nouvelle manière d'enseigner dont on parlait également, donc à travers l'intégration dans le marché d'emploi avant même de sortir au marché d'emploi et dans la famille également, mais ça fait partie, ça devient une ADN dès le jeune âge. Enfant à la maternelle, à la garderie, il y a des activités et des programmes spécifiques sur la philanthropie, le don à autrui et comment donner au suivant. Peut-être un exemple à suivre ici, dupliqué au Maroc. Madame Nadia Prézis, donc vous avez évolué dans le domaine de la recherche, aussi universitaire. C'est un domaine qui a vécu ces années masculines, non pas parce que les femmes n'étaient pas présentes, mais parce qu'elles étaient un peu invisibilisées par rapport à certains noms masculins. C'est vrai que les choses, la donne a changé depuis quelques années, heureusement, mais est-ce que vous avez senti cette émergence, ce passage à l'image de la femme dans le milieu scientifique, de la recherche scientifique? C'est une très bonne question, merci. Doucement, mais sûrement. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, y inclus au Canada et en France et dans des pays où on pourrait mieux faire, pour être honnête. Mais ce que moi je constate, c'est qu'il y a vraiment il y a un engagement de la part de beaucoup de femmes, chercheurs et profs pour, encore une fois, faire en sorte que les choses changent et puis avoir vraiment une approche plus solidaire plutôt que compétitive seulement. Donc ça, j'ai vraiment vu un changement de cap de ce point de vue-là. Je voulais juste dire un peu par rapport à la recherche, ce que je trouve fascinant, particulièrement au Canada, c'est que dans notre domaine, le type de recherche qu'on fait, le but n'est pas simplement de produire, de publier des articles, le but est vraiment de changer les politiques en question. Et j'ai trouvé cette collaboration avec le gouvernement, avec le secteur privé, avec le secteur public, vraiment très... il y a une forme d'espoir dans ça. Donc quand on fait des recherches, en général, c'est vraiment pour informer des politiques, pour promouvoir du changement aussi. Donc par exemple, en termes de certaines de mes recherches sur les migrations au Canada, ce qu'on a découvert, c'est que le Canada a une espèce d'imaginaire où il essaie de se positionner comme une destination idéale pour l'innovation, pour la compétitivité. Venez, nous voulons que vous veniez. Nous voulons que vous travailliez là-bas. Et le problème qu'on a montré avec notre recherche, c'est que c'est un imaginaire qui ne suit pas forcément en termes de politique d'intégration en particulier. Et le dernier projet que j'ai fait, par exemple, c'était sur les femmes qui étaient hautement spécialisées dans le secteur des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des maths, qui venaient de tous les coins du monde, y inclus du Maroc, pour essayer de trouver des débouchés, une carrière au Canada. Et en fait, à la fin de la journée, on se rend compte qu'il y avait beaucoup de barrières systémiques. Donc, ce n'est pas que le potentiel n'était pas là-bas, ce n'est pas qu'elles n'avaient pas les bons diplômes, les bonnes expériences, mais le système lui-même, les politiques en place faisaient en sorte que les femmes en général trouvaient beaucoup moins de débouchés que les hommes, et les femmes immigrées en particulier. Donc avec ce genre de résultats, nous avons pu parler au gouvernement canadien et leur proposer des recommandations pour changer leur politique. Donc avoir cette relation assez symbiotique entre la recherche et le changement social, moi j'ai trouvé ça très important et je pense que c'est un modèle qui pourrait être plus intéressant en France et puis peut-être au Maroc aussi. Monsieur Diazami, vous êtes détenteur, vous avez lancé plus de 250 publications scientifiques et vous détenez plus de 150 brevets d'invention. 200 ? Ah, vous avez atteint 200. Donc, et encore, je me suis renseignée que ce matin, j'ai fait le... Alors, 200 brevets d'invention. Comment regardez-vous de votre piédestal, parce que je pense que vous avez dépassé de quelques millénaires en termes de recherche scientifique, comment regardez-vous tout ce qui est innovation et recherche au Maroc et les outils qu'on possède finalement dans les universités pour avancer toute recherche scientifique et technologique au Maroc? Et vous pouvez tout dire.
fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la recherche scientifique, il ne faut jamais s'attendre à l'immédiateté des résultats. Il faut beaucoup de temps. Le facteur temps est très très important. Et pour parler de ma modeste personne, en 2014, Sa Majesté m'avait décoré ce qu'on appelle la compétence intellectuelle. Ma femme n'était pas d'accord. Je dis ça en plaisantant. Et donc, la presse a commencé à s'intéresser à ce que je fais. Donc, j'étais entré, grâce à la nomination de Sa Majesté, membre correspondant de l'Académie Hassan II des sciences et des techniques. Et il y a une réunion annuelle, et donc la presse vient dès l'année 2015, juste un an après. Ils étaient là, posaient la question, donc si les amis qu'on envoyait, etc. J'ai dit, écoutez, moi, personnellement, je pense que le Maroc n'a pas le choix que de se lancer dans les énergies renouvelables, à savoir utiliser justement le soleil, le vent, l'hydroélectricité, etc. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la recherche scientifique, il ne faut jamais s'attendre à l'immédiateté des résultats. Il faut beaucoup de temps. Le facteur temps est très très important. Et pour parler de ma modeste personne, en 2014, Sa Majesté m'avait décoré ce qu'on appelle la compétence intellectuelle. Ma femme n'était pas d'accord. Je dis ça en plaisantant. Et donc, la presse a commencé à s'intéresser à ce que je fais. Donc, j'étais entré, grâce à la nomination de Sa Majesté, membre correspondant de l'Académie Hassan II des sciences et des techniques. Et il y a une réunion annuelle, donc la presse vient dès l'année 2015, juste un an après. Ils étaient là, posaient la question, monsieur les amis qu'on envoyait, etc. J'ai dit, écoutez, moi, personnellement, je pense que le Maroc n'a pas le choix que de se lancer dans les énergies renouvelables, à savoir utiliser justement le soleil, le vent, l'hydroélectricité, etc. pour justement produire de l'énergie propre et aussi produire des voitures électriques et des batteries. Donc, 2015, on est en 2025. 10 ans après, on entend ici et là de bonnes nouvelles, comme quoi effectivement les grands groupes qui sont installés au Maroc d'automobile, à savoir Stellantis et Renault, se lancent dans la voiture électrique et ça va être fabriqué au Maroc et ça va être produit au Maroc et utilisé au Maroc dans le marché interne, mais surtout exporté en Europe essentiellement. Donc, les choses prennent le temps de se développer, les mentalités changent petit à petit, on s'adapte justement aux conditions de marché. Il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une industrie. Et la chose vraiment qui, moi, me rend vraiment très fier d'être marocain, c'est que je vois les jeunes ingénieurs, la passion qu'ils mettent à vouloir vraiment se mesurer au grand. Et j'ai visité la semaine dernière une usine, je ne la nomme pas parce que ça peut peut-être pas, où j'ai vu des ingénieurs marocains jeunes, ils sont là depuis 3-4 ans, ayant développé une solution que ni les Américains ni les Chinois n'ont réussi. Et donc c'est le Maroc qui exporte la technologie au bout de 3 ans. Et ça, c'est vraiment fantastique. Ça veut dire que les gens sont capables de comprendre le problème, de trouver des solutions innovantes et de vraiment faire avancer un peu, bon, bien sûr, leur compagnie, qui va devenir une des, d'ailleurs, la plupart des compagnies qui sont autour de la voiture d'une manière générale et la voiture électrique à Tanger, c'est un écosystème, Tanger avec Edytra, toute cette région-là. Justement, ça a créé un écosystème extrêmement positif. C'est bien de concentrer autant de cerveau et de compétences pour un marché qui se développe à 20% chaque année, c'est énorme. Donc, je suis très très optimiste par rapport à ça pour le Maroc. Ça viendra petit à petit, il y aura une voiture marocaine, 100% marocaine électrique. Moi, je le prévois pour peut-être dans 10 ans, en 2035, ce serait pas impossible. Et aussi, en plus de ce que les compétences humaines qui sont essentielles, grâce aux écoles d'ingénieurs, grâce aux écoles de commerce, grâce à tout cet écosystème éducatif,
Il y a bien sûr les ressources naturelles. Le Maroc a les plus grandes réserves mondiales de phosphate. Il se trouve que le phosphate est un des éléments, enfin on utilise le phosphate dans 2 des composants essentiels de la batterie au lithium. D'accord, ça c'est très important. Donc le groupe OCP s'est lancé justement dans la production ce qu'on appelle la cathode LFP, c'est très très bien, avec bien sûr en invitant des investisseurs chinois en particulier, et aussi la société marocaine Managing qui exploite les gisements de cobalt, entre autres. Et bientôt, j'espère, on va trouver d'autres matières qui sont très importantes pour la voiture électrique, en particulier les métaux rares, etc. Donc c'est pour les moteurs électriques, pour les éoliennes. Tout ça, c'est très important. Donc tout ça, si vous voulez, petit à petit, se crée un écosystème qui est très très prometteur pour l'avenir, où il y a de l'excellence. D'accord ? Et puis bon, écoutez, moi si je peux ajouter une goutte dans tout ça, c'est toujours très 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 important de contribuer. Et donc on vient de signer la semaine dernière un accord de formation pour la première fois au Maroc et peut-être en Afrique des techniciens supérieurs dans le domaine de la voiture électrique. Donc ces jeunes-là vont être entraînés, formés pour comprendre ce que c'est un moteur électrique, comprendre ce que c'est une batterie, comment ça marche et comment éventuellement arriver à exploiter les performances et du moteur et de la batterie dans les conditions optimales et tout ça. Voilà, donc ça, plus un centre de recherche maintenant plus académique à l'université privée de Fès, qui s'appelle le Centre d'excellence sur les batteries. Et celui-là, ce centre-là, va former plus des ingénieurs et des doctorants. D'accord ? Et tout ça, c'est lancé. Donc, d'ici 2 mois, vous allez entendre des nouvelles qui sont peut-être uniques au monde. Voilà. Donc, c'est tout ça. Moi, je sens que les choses bougent et si je peux apporter justement une contribution à cette dynamique, c'est toujours très positif. Et encore une fois, vous nous aurez ajouté un scoop lors d'une rencontre. Parce que c'est pas votre première fois. Merci beaucoup. محمد أنت أصلا مقاول أنشأت شركة أظن. سؤال هل هي شركة مغربية بالإمارات أم هل هي شركة إماراتية؟ وكيفاش كتشوف يعني the Moroccan talent اللي كتلقى به في الإمارات؟ شكرا. طبعا بالإضافة للمجال المهني في القطاع الحكومي والبحث العلمي، حاولت في منتصف 2024 إنشاء شركة ستارت اب اسمها ليبريفاير. طبعا جوابا على سؤالك، ممكن في هذا العالم المتشابك ممكن نقول انه شركه مغربيه 100% في الامارات، لانه فكره الشركه والمنتج الذي تقدمه الشركه والاسم المرتبط بالشركه والمشاريع مثلا اللي نقوم بها مرتبطه بي شخصيا، يعني بالسمعه والليجاسي اللي بنيتها في هذه القطاعات اللي اشتغلت فيها في الامارات. فبالتالي الشركه مغربيه في الامارات، لكن ممكن اضافه شيء بسيط، يعني انه ممكن الايكو سيستم زي ما ذكر البروفيسور، الايكو سيستم للقطاع الاعمال في الامارات ناضج لمستوى كبير جدا. يعني ممكن لاي شخص عنده فكره انه ينشئ شركه في غضون دقائق، مش ايام، مش شهور. يعني مثلا في دبي في قطاع الاعمال في ما يسمى بالانستنت لايسنس او الترخيص التجاري الآني او السريع. يعني مساله نص دقيقه، نص ساعه تقريبا، يعني تنشئين شركه في نص ساعه بالاسم لا، البنك اكونت ممكن شويه يعني يتاخر، بس مثلا ككيان قانوني وعقود شراكه ومساهمين وكل هذه الامور كلها ممكن تتعمل في اونلاين في غضون دقائق.
فبالتالي هذا ممكن سهل موضوع إنشائها في دبي. وطبعا دبي كمان يعتبر شوية مركز العالم يعني إلى حد ما، حيث إنه الشركة لما تكون يتم إنشائها في دبي وتلقى حتى ولو نجاح بسيط في دبي، ممكن أن تمارس الأعمال في مختلف الدول اللي في الجوار وبما فيها أوروبا بسهولة. فإحنا استشفينا هذا الشيء. والشق الثاني من السؤال أعتقد اللي سألتيه عن الكفاءات المغربية، أنا سعيد جدا يعني إنه خلال 20 سنة اللي قضيتها في الإمارات على التعرف على باحثين نوابغ مغاربة عايشين في الظل. يعني في مجال مثلا الهيدروجين زي ما ذكر البروفيسور، في عندنا من أحسن الباحثين اللي تم استقطابهم مثلا من السعودية في أرامكو، شركة أرامكو اللي تعتبر من أكبر شركات البترول، وبعد ذلك في جامعة خليفة اللي في أبو ظبي اللي عندها ارتباط بشركة بترول أبو ظبي. وهذه أنا كان لي الشرف إنه اشتغلت في جامعة خليفة طبعا لمدة سنوات، وكانت فرصة إنه أتعرف على باحثين مغاربة أصول مغربية، لكن مثلا تكونوا في فرنسا أو في أمريكا. مثلا الأخ مصطفى، الدكتور مصطفى جويد، يعني من هذا المنبر نحييه، يعني من الباحثين النوابغ يعني. وعندنا في العلوم الإنسانية الكثير، سواء في جامعة زايد اللي أنا فيها، سواء في جامعة الإمارات، في كل المجالات. يعني ممكن المغربي ممكن من الأشخاص اللي تدخلي في شركة معينة أو في مؤسسة معينة وتفاجئين بأن المغاربة ماسكين زمام الأمور في كثير من المؤسسات، لكن شوي صوتهم مش مسموع. يعني ممكن لأنه في بعض الدول العربية عندهم تركيز على البراندي أو ما يسمى بالبيرسونال براند، يعني الواحد بيشتغل عليها بيبين هو كشخص أكثر من شغله. يعني فهذا هو اللي بلاحظ يعني في هذا الموضوع. Shukran. Alors je voudrais savoir si vous avez des questions, parce qu'il nous reste 10 minutes. Je viens de réaliser qu'il nous reste uniquement 10 minutes et je voudrais pas priver le public de poser ces questions. Donc on a une première question là, une deuxième ici et une troisième là. J'espère qu'on aura le temps. Une quatrième? Bonjour, déjà je vous félicite et vous êtes la fierté du Maroc. Alors ici j'ai deux propositions. La première à monsieur Yazami, vous avez dit que vous étiez à Pasadena. Alors j'ai lu un livre de Cheikh Modibou, qui était le chef de projet de ce véhicule qui a été lancé à Pasadena. Il a écrit un livre merveilleux que je vous conseillerais de le lire et de vous inspirer, parce qu'il raconte toute sa vie. C'est-à-dire depuis qu'il est parti à Howard University, puis mais il est excellent et je voudrais que vous le lisiez et si vous vous inspirez pour ça. Le deuxième, c'est que moi, un jour, j'ai vu un YouTube d'une ingénieure marocaine qui est de droite et qui est partie en France faire ses études de doctorat, et puis elle est partie à Dallas et aujourd'hui, c'est une ingénieure dans l'énergie atomique. Alors, dans le YouTube, on lui a posé une question, on lui a dit « Mais écoutez, avec toute cette science, pourquoi vous ne venez pas au Maroc et qu'est-ce que les générations vont faire ?» Elle leur a dit « Attention, moi chaque année, j'ai une amie dans une université qui m'envoie toujours la meilleure une étudiante et je lui cherche une bourse et tout ça. » Alors j'ai eu quand je l'ai vue, j'ai un ami qui avait une fille, Oumelma, et elle me dit, bon, parce que j'ai un frère que peut-être vous connaissez, il a la Fondation Mohamed V, je m'appelle Khali. Alors, il m'a dit, est-ce que tu peux parler avec ton frère? Je lui ai dit, attends, regarde cette vidéo, on va chercher le numéro de cette dame. J'ai cherché le numéro, je l'ai contacté, et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a cherché une bourse, elle l'a installée à Canada. C'est-à-dire, ce que je veux vous dire, que vous ayez un lien avec la jeunesse marocaine, et
quand vous avez cette opportunité, c'est la philanthropie de vrai, quand vous avez cette opportunité de ramener, leur chercher des bourses et les installer. Voilà, merci. Merci à vous. Qui souhaiterait répondre? Bien sûr, j'ai parlé globalement de la philanthropie de manière large, mais bon, avec nos expertises ou avec le milieu où on est, la philanthropie s'adapte. Et vous avez totalement raison, quand on est des Marocains qui partons, en tout cas qui adhérons à cette mobilité internationale, que ce soit comme étudiants, que ce soit comme employés, il y a un pacte social qui devra être fait. C'est un pacte social que nous faisons. Nous faisons un pacte social avec le pays d'accueil, donc qui nous accueille, et un pacte social avec le pays qui est notre pays d'origine, qui demeurera toujours notre pays d'origine. Vous avez dit, vous êtes la fierté du Maroc, mais je vous garantis que c'est le Maroc qui est notre fierté. Et il est de notre responsabilité. C'est un devoir, c'est une responsabilité que nous avons, comme Marocains à l'étranger, de rendre à notre pays ce qu'il a permis. Nous avons été formés ici initialement et nous sommes allés continuer nos études pour la majorité d'entre nous, pour certains en tout cas pour ma part, étudier ici, mais on est allé continuer nos études et la recherche là-bas. Donc nous avons cette responsabilité, je vous le dis, à l'Université Laval, mon chapeau de Marocain est toujours là et au fond, on développe, je reviens chaque année au Maroc, soit sur l'invitation de mes collègues ici, chercheurs et enseignants dans le domaine du rôle académique ou en tout cas de la recherche et de l'open science et de l'ouverture, l'accessibilité aux produits, aux résultats de recherche. Là, je ne parlerai pas de mon domaine, là, je peux parler 1 heure, mais il reste que nous avons cette responsabilité-là et nous travaillons pour cela. Donc la philanthropie dont je parle est aussi une philanthropie, mais ce n'est pas une question de philanthropie avec le Maroc, c'est une question tout simplement de coopération. Et nous avons personnellement établi des relations et des engagements et des partenariats avec les universités marocaines. C'est pour ça que je reviens souvent chaque année. Et c'est un droit, ces bourses-là, à ces étudiants qui viennent. C'est pas une offre qu'on leur fait, c'est pas un cadeau. Ils ont le droit à ces bourses-là. Des fois, c'est juste un chemin à leur montrer. Et oui, nous avons cette responsabilité de le faire. Je vous remercie pour votre question. شكرا جزيلا. بصراحة أنا جد مسرور باش نشوف هاد الأساتذة وهاد لي كومبيتونس ماروكان كي سون على ليترونجي. يعني بصراحة مسرور جدا باش نشوفهم ونتلاقى معهم في هذا المعرض. بصراحة اليوم هو أحسن حاجة درتها في هذا المعرض هو اللقاء معكم. وأنا مبسوط جدا وكذلك الأخ ديالي اللي هو الأستاذ سالم في الجامعة. يعني مبسوطين جدا باش نتلاقى مع الأستاذ اليزامي والأستاذة لبنى العوتي والأساتذة كلهم. فهذا من جهة أخرى يعني احنا مبسوطين باش نشوفوكم معنا لأن بلادكم هذه وانتم عندكم الغيرة كما قالت الأستاذة يعني لبنى غوتي. ولكن أنا عندي واحد المسألة اللي هي مهمة وتنآمن بها. يعني المغرب هو كبلد ولكن ما يمكنش يتقدم بوحده. يعني اللي تيقدم المغرب هو وليداته وبناته هما نتوما وحنايا. وبالتالي احنا كنا تنخدموا انا كنت في الخارج يعني ربما قضيت واحد 10 سنوات dans les couloirs de l'université Laval اللي فيها مدام غوتي les lieux que j'aime beaucoup de l'université c'est la bibliothèque bien sûr c'est le meilleur endroit. ولكن après 10 ans je me suis retourné au Maroc pour présenter un peu que je sais, peut-être pas beaucoup, ولكن pour aider un petit peu, même avec un petit pouce. Donc, أنا اللي تنشوف هاد les compétences marocaines qui sont à l'étranger, qui sont nombreux, qui sont des centaines de milliers peut-être. فإلى جاو المغرب فربما المغرب غادي يفوت الدول اللي كاينه متقدمه في العالم، غادي يفوت اليابان، غادي يفوت الصين، غادي يفوت حتى امريكا اللي حنا عشنا فيها وفي كندا اللي تيقدمها هما نتوما والاخرين كذلك. يعني كما قال الاستاذ اليزامي يعني الانستيتيو ديال سي اي تي اللي هو ليكيفالون ديال ام اي تي غير سي اي تي في كاليفورنيا، يعني هو اللي خدا فيه العربي الوحيد جائزه نوبل هو الدكتور احمد زويل الله يرحمه. ولكن اللي اخذ في الجائزه سميتو راه خدا باسم سي اي تي اللي هو امريكا. والاستاذ رشيد اليزامي اللي هو مرشح جائزه نوبل وان شاء الله غادي ياخذها وغادي ياخذها باسم المغرب وغادي ياخذها ان شاء الله وغادي يوصل ان شاء الله. فيعني هاد الكفاءات كلها لي كومبيتونس كلها
فبصراحه انا مسرور باش نلقاكم والاخوان ديالي كلهم مسرورين وهاد الشباب كلهم مسرورين جاوا باش يشوفوكم ولا لا فاش يشوفوكم ولكن نتمنوا نشوفكم باستمرار باش الدوله اللي عندنا كلها غير علينا وهذا الوطن اللي عندنا غير عليه غادي نقفزوا به جميعا وهاد الدوله راه بوليداتها باش تقدم يعني كما قال لي الاستاذ سالم واحد الصديق ديالو عالم كبير وربما تعرفوا الاستاذ زمان تما يعني في جميع العالم كاينين كفاءات مغربيه فان شاء الله لا كل واحد ساهم ولو بخطوه المغرب غادي يولي من احسن الدول في جميع العلوم وشكرا جزيلا. شكرا. باش كنظن اخر سؤال انا باقي لنا 3 دقائق. Bonjour, je suis très heureux de participer à cette conférence. Donc j'ai juste une petite question. Quel est l'impact de la révolution qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, leur impact sur les laboratoires de recherche? Et la deuxième question, quelle est la place des Marocains du monde dans cette révolution? Merci. شكرا. ممكن نعلق على الكلام ديال الاخ ونعلق شويه على الكلام ديال الاخ الثاني. طبعا بالنسبه لمساهمه مغاربه العالم في التطور في المغرب هذا شيء واجب يعني هذا لا نقاش فيه لكن الكفاءات لوحدها ما كافياش نكونوا واضحين. في سياسات سياسة علمية في سياسات أخرى فيه سياسات الاستقطاب فيه سياسة العودة وفي أشياء أخرى. مثلا أنا مؤخرا قبل ما نجي طلعت على سكوبوس الباز دوني ديال سكوبوس شفت مثلا التعاون ما بين القطاع الأكاديمي والقطاع الأعمال والقطاع الخاص في المغرب تقريبا شبه منعدم. يعني بينما بعض الدول تتجاوز 30-40% اللي هي الكوربريت اكاديميك كولابوريشن في الريسيرش يعني في البحث العلمي. فبالتالي هذا الشيء اللي كيخلي ما يسمى بالباتونت او براءات الاختراع تكون كثيره لانه البحث العلمي يستدعي تمويل وتمويل هائل. ولكن اهم من التمويل طبعا فيه الكفاءات لكن كمان السياسات. ما تقدرش تخدم مثلا هما كباحثين في العلوم او في الابتكار ما يقدروش يخدموا بدون اطار تشريعي يسهل العمليه ويكفر واحد ليكو سيستيم او بيئه مناسبه. تعقيبا على السؤال الثاني طبعا بعجاله من المشاريع اللي احنا حاليا شغالين فيها في الشركه ديالي هو انه لاحظنا انه برامج الذكاء الاصطناعي اللي هي تشات جي بي تي وغيره التاريخ يعيد نفسه لانه لا شفنا مثلا في بدايه الانترنت وجوجل وكذا كان المحتوى العربي ضعيف ومازال ضعيف. يعني مثلا كتدخل كتبحث على اي شيء باللغه الانجليزيه والفرنسيه وغيره كتلقى داك الشيء اللي بغيتي. ونفس الشيء كيتعاود حاليا في الذكاء الاصطناعي لما كتستخدمه حاليا كتلقى اللغه العربيه ضعيفه. تقول له اكتب لي رساله او اعطيني نموذج رساله مثلا يعطيها لك بارفي بلونجلي يعطيها لك بارفي بالفرنسي بالعربيه. علاش؟ لانه كيخصو يتعلم او كيخصو تعطيه اون باز دوني اللي يتعلم منها. كاين واحد التردد مثلا من الناشرين كاين واحد هذا انه يعطيوه المحتوى انه يتعلم. داكور حنا المشروع اللي خدامين فيه هو انه كنحاولوا نعملوا شراكات مع الناشرين العرب انه ناخذوا المحتوى العربي نطعموا به هذه البرامج ديال الذكاء الاصطناعي. هذا المشروع اللي خدامين فيه حاليا. وانا شخصيا اصريت انه اللغه العربيه نعطيوها الاسبقيه لانه مثلا الشركات اللي طلبوا منا نتعاونوا معهم اغلبيتهم كانوا طلبوا قال لك مثلا نتعاونوا معكم على اللغه التركيه، اللغه الفارسيه، اللغه العربيه، اللغات اللي في المشرق يعني قلنا لهم لا بلاتي اللغه العربيه. وهذا المشروع عندنا ماشي. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur l'intelligence artificielle? Un domaine un peu de prédilection, d'expertise
vous appartient, mais est-ce qu'il y a de la place? Je pense que la question était est-ce qu'il y a de la place pour l'intelligence artificielle dans le milieu de recherche, laboratoire de recherche au Maroc? C'était bien ça, de manière globale. Fondamentalement, oui, c'est là que ça devrait se faire. Est-ce qu'il y a de la place? Non, c'est la place. C'est dans le milieu académique, dans la recherche scientifique qui se fait que l'utilisation responsable, éthique, mais innovante de l'intelligence artificielle doit être faite. Je pense que l'intelligence artificielle est là depuis les années 50. Moi, je parlerais plutôt d'intelligence artificielle générative. Et c'est là plutôt qu'est le nerf de la guerre. Nous avons, dans les universités, le travail de recherche a déjà commencé, ça fait bien longtemps. Donc oui, il y a de la préparation à faire, oui, il travaille, mais on a donc c'est là que ça se prépare, la recherche fondamentale en intelligence artificielle générative est à sa place totalement en tant que projet de partenariat, de pilote, de collaboration, de contribution, et non pas par pays. Je pense que quand on disait ce matin, c'est la terre, notre village est la terre, mais je dirais dans mon langage encore québécois, je dirais le village, c'est la patinoire est planétaire. Donc fondamentalement, c'est pas une place, c'est la place, et la recherche fondamentale en IA doit se faire dans les milieux académiques si on veut une utilisation pérenne, durable, éthique et responsable de l'IA. Une heure est passée en éclair et je tiens à remercier mes invités, Nadia Predi, Mohamed Boufares, Madame Routi. On me dit qu'on a fini, je suis sincèrement désolée, on me fait signe qu'on doit libérer la salle. Professeur Rachid Yazami, je tiens à remercier tous les Marocains d'ici d'ailleurs qui portent l'aura de ce beau pays et qui servent non seulement leur pays, mais qui servent le monde à travers toutes les belles valeurs marocaines. Merci.